8h13. China is coming closer to us. We see them in cyberspace, in Africa, in the Arctic, but we also see China investing heavily in our own critical infrastructure and trying to control it. Bonjour, les oreilles de la Chine ont sifflé la semaine dernière. Sommet du G7, de l'OTAN, sommet Biden-Poutine, la Chine accusée d'être un risque pour la sécurité, priée une nouvelle fois de respecter les droits humains. Ce matin, la réponse de Pékin. Exercice démocratique compliqué en Éthiopie. Tout le monde n'a pas pu aller voter cette semaine à cause de l'insécurité, de l'instabilité. Les partisans du Premier ministre gardent la foi dans la transition vers la paix. Et puis reportage en Jordanie qui a 100 ans cette année, un îlot de stabilité dans une région très tourmentée. Bienvenue. Tout un monde, Éric Guevara-Frey. Calomnie, c'est par ce mot que la Chine a répondu au G7 et à l'OTAN qui ont critiqué la semaine dernière le traitement infligé à la minorité ouïghour et aux militants pro-démocratie à Hong Kong. Elle a aussi envoyé 28 avions militaires à la limite de l'espace aérien de Taïwan, la plus grosse démonstration de force jamais identifiée dans cette zone. Ça, c'était la réponse aux accusations sur son comportement ambitieux et autoritaire et aux appels à la paix et à la stabilité, justement dans le détroit de Taïwan. Bonjour Valérie Niquet. Bonjour. Vous êtes responsable du pôle Asie à la Fondation pour la recherche stratégique. Votre livre « La Chine en 100 questions » vient de paraître en poche chez Talandier. Ce qui peut surprendre quand même, c'est que la Chine, en montrant comme ça les muscles, elle donne raison aux pays du G7 et de l'OTAN sur le fait qu'elle représente une menace. Elle se comporte de façon menaçante. Mais oui, effectivement, et ça c'est une des limites de la fameuse diplomatie agressive ou des loups guerriers dont on a beaucoup entendu parler. Et en fait, ça répond à une ligne choisie directement par le dirigeant chinois Xi Jinping dès qu'il est arrivé au pouvoir en 2012. Alors ça s'est mis en place progressivement. C'est l'idée que il y avait deux choses. Après la crise financière de 2008, progressivement, la Chine s'est auto-persuadée que ça y est, c'était elle la plus puissante, qu'elle allait dépasser les États-Unis et les Chinois ou la direction du Parti communiste considèrent que maintenant on est dans une nouvelle période, ce qui s'appelle la nouvelle période d'opportunité, je cite, comme on n'en a pas vu depuis un siècle, et que c'est le moment pour la Chine de s'affirmer, d'affirmer sa puissance. Et pourquoi est-ce que la Chine fait ça ? C'est aussi pour des raisons de légitimité interne. La croissance économique en Chine est encore forte et on l'a vu avec le Covid, elle reprend en tout cas en apparence plutôt plus vite qu'ailleurs, mais dans les années précédentes, il y a tout de même un ralentissement, il y a des problèmes qui ne sont pas résolus en interne et l'idée c'est de montrer, même si la croissance ralentit, on va montrer tout de même à la population que le parti est légitime parce qu'il rétablit l'honneur de la Chine, il affirme sa puissance partout et donc ça explique les raisons pour lesquelles il y a ce choix d'une politique, d'une stratégie extérieure très agressive mais aussi très contre-productive. Mais est-ce qu'elle ne devrait pas justement jouer l'apaisement pour convaincre les pays européens qui lui sont a priori moins hostiles que les États-Unis ? Tout à fait, et d'ailleurs certains, on le sait difficilement parce que c'est de moins en moins transparent, mais on sait que des experts en Chine et même sans doute au sein du Parti communiste trouvent que la stratégie agressive de Xi Jinping est extrêmement nuisible aux intérêts de Pékin. Et Pékin n'est jamais entre guillemets plus séducteur ou certains diraient dangereux que quand au contraire il tend la main, apaise, est peu agressif et là immédiatement, notamment les intérêts économiques reprennent et font pression pour que les relations avec la Chine soient extrêmement positives. Donc, on est face à une contradiction qui est que, vu de l'extérieur, la stratégie actuelle est nuisible aux intérêts chinois, puisqu'il y a toute une série de décisions qui sont prises un peu partout. Je pense aux investissements. L'Europe est beaucoup plus sévère qu'avant, par exemple, y compris l'Union européenne, alors que, en ayant une attitude, mais les décisions qui sont prises en Chine ne sont pas forcément en fonction des intérêts du pays lui-même, mais en fonction de la ligne politique qui est décidée par un groupe très restreint de personnalités et du dirigeant lui-même, qui peut avoir une vision totalement faussée de la réalité extérieure, en étant persuadé que le moment de la Chine est arrivé et que finalement, en étant extrêmement agressif dans sa région et au-delà, eh bien, c'est un moyen de montrer sa force et que c'est comme ça que la Chine va s'imposer. Et est-ce qu'on est dans une zone de calendrier particulièrement sensible à l'approche du 100e anniversaire du Parti communiste chinois ? Ce sera le 1er juillet. Oui, effectivement, il y a cette échéance dont on parle beaucoup, mais ce que je voulais aussi indiquer, c'est que ça ne date pas uniquement de ces 2-3 dernières années, c'est vraiment une vision que Xi Jinping
s'explique aussi par la volonté de durer et de montrer la puissance de la Chine en comparaison évidemment avec ce qui s'est passé en URSS. Donc l'idée pour Xi Jinping, c'est nous devons absolument être extrêmement fermes et agressifs parce que si on ne l'est pas, eh bien le risque c'est l'effondrement ou le changement de régime. Donc bien sûr, cette année en plus, il y a cet anniversaire qui favorise les effets de manche, si je puis dire. Mais alors, est-ce que le fait d'être montré du doigt comme un danger, d'être un risque pour la sécurité globale, en creux, ça ne confirme pas la puissance de la Chine et ça conforte Pékin dans cette image de puissance qu'il veut projeter? Non, je pense que ceux qui sont réalistes en Chine se rendent compte que les conséquences. Ah, on est en train de vous perdre, Valérie Niquet. Oui, alors je crois qu'on vous a carrément perdu, donc on va essayer de vous rappeler, peut-être par téléphone normal. Enfin voilà, je vais laisser nos techniciens Caroline Dumoulin et Fabrice Araldi vous rappeler. On parlait de la Chine et de sa puissance et démonstration de force. La Chine qui montre les muscles après le sommet du G7, le sommet de l'OTAN également, le sommet Biden-Poutine. Il a été beaucoup question de la Chine, de son comportement sur la scène internationale. Valérie Niquet, vous êtes avec nous de nouveau ? Oui, c'est ça, oui. Voilà, alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, il y a une coupure de ligne. Vous étiez en train de nous dire que certaines... je vous avais posé la question, est-ce que d'être montré du doigt comme un danger, ça ne conforte pas la Chine dans cette image de puissance qu'elle veut projeter? Vous me disiez non. Alors, oui, peut-être qu'au sommet, il y a... La puissance chinoise est reconnue puisque tout le monde s'y attaque, mais beaucoup en Chine tout de même sont parfaitement conscients du fait que pour les intérêts chinois eux-mêmes, c'est très très négatif et qu'il y a des réactions de backlash en anglais, j'ai oublié le mot, de contre-réaction contre par exemple même les routes de la soie. On voit que certains pays sont plus inquiets. En Afrique, on s'inquiète du piège de la dette ou au Sri Lanka ou ailleurs. En Europe, par exemple, où la Chine avait fait des grandes avancées en Europe centrale, à part des pays comme la Hongrie, on voit que des pays qui étaient très proches de Pékin, l'Italie, la Tchéquie, par exemple, sont beaucoup plus prudents. Donc, la Chine, en étant trop agressive, croit peut-être qu'elle est puissante, mais provoque des réactions qui ne sont pas favorables à ses propres intérêts. Mais le problème, juste pour terminer, c'est que le régime chinois est un régime très fermé et qu'au sommet du Parti communiste, on n'est pas du tout certain que les informations circulent librement dans le sens où qui ose, en quelque sorte, et c'est le drame de ce type de régime, qui ose expliquer aux dirigeants suprêmes qui a une idée préconçue que cette idée n'est peut-être pas la meilleure, y compris pour les propres intérêts chinois. Où est-ce que vous vous positionnez, vous, en tant qu'observatrice et que grande connaisseuse de la Chine, de la politique chinoise, entre l'approche brutale des États-Unis face à Pékin et celle quand même plus conciliante des Européens? Quel est au fond le meilleur moyen de traiter avec Pékin, dans une perspective occidentale? Alors, pour les intérêts globaux, je ne sais pas si on peut dire brutal. Alors, on a dit beaucoup brutal avec Donald Trump. Joe Biden poursuit à peu près la même politique en la mettant très en avant. Mais ce qui est certain, c'est que, en un sens, ça met quand même en évidence certaines faiblesses de la puissance chinoise et donc ça ouvre les yeux sur la réalité de cette puissance chinoise et peut-être que ça permet d'équilibrer cette fascination qu'on a longtemps eue pour la puissance chinoise et qui, à mon avis, est dangereuse pour nous aussi. En montrant, par exemple, que la Chine est très dépendante d'abord des marchés d'exportation, à commencer par celui de l'Union européenne, qui est un de ses premiers marchés, est très dépendante des importations de technologies. On l'a vu pour les puces électroniques. Ça met un bémol un peu à cette image de superpuissance chinoise à laquelle on ne peut jamais dire non. Et je pense que c'est très important de pouvoir dire non à la Chine et de pratiquer des affaires avec la Chine, mais avec les yeux ouverts et un très grand réalisme. Sinon, le danger existe de donner à la Chine des moyens, par exemple, de continuer à poursuivre, développer ses capacités, y compris militaires, dans des secteurs qui sont toujours au croisement, d'ailleurs, pour le régime chinois, du civil et du militaire. Par ailleurs, ce qui se passe dans l'environnement chinois, les provocations, les risques de dérapage dans le détroit de Taïwan, même si on n'en est pas à une invasion, il faut quand même rester réaliste, sont dangereux
dangereux pour nous aussi. La stabilité dans cette zone-là si jamais elle est rompue, aura des répercussions partout, y compris jusqu'en Europe. En termes de droits de l'homme, la situation des Ouïghours, mais d'autres minorités en Chine qu'il ne faut pas oublier, et de la population chinoise hostile au régime est dramatique. Et ce qui se passe en ce moment à Hong Kong démontre que Pékin, finalement, ne respecte aucun de ses engagements internationaux, puisqu'il y avait un accord international avec la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, au moment de la restitution de Hong Kong à la Chine. Donc la Chine pose des problèmes de déstabilisation et il faut mettre des limites très fermes, même si l'Europe n'a pas forcément les moyens d'agir directement. Il faut être beaucoup plus réaliste à l'égard de la puissance chinoise, et c'est le mérite, ça a été le mérite, de mon point de vue, de la manière assez brutale, c'est vrai, que Trump a eu, pour des raisons d'ailleurs qui sont pas toujours excellentes, mais qui a eu de mettre sur la table des vrais problèmes qui existent avec la puissance chinoise. Et la meilleure des choses qui pourrait arriver à Pékin, c'est d'accepter une évolution progressive du système politique, une ouverture qui remettrait la Chine véritablement au centre du jeu économique, politique et sur la scène internationale. Merci beaucoup Valérie Niquet d'être venue dans Tout un monde. Merci. Vous êtes responsable du pôle Asie à la Fondation pour la recherche stratégique. Tout un monde. La volonté du peuple éthiopien sera respectée. Le Premier ministre Abiy Ahmed l'a promis lundi, jour d'élection, mais il est aussi un prix Nobel de la paix 2019 qui mène une guerre dans la province rebelle du Tigré. Il se cherche une légitimité au moment de remettre son siège en jeu. Une partie de la population n'a pas pu aller voter à cause de l'instabilité. 20% des circonscriptions électorales sont paralysées pour cause de violences intercommunautaires. Dans la capitale, Addis Abeba, l'affluence était forte. Reportage Noé Ochebodin. Mesfin est arrivé en retard dans le centre-ville d'Addis Abeba. Il est 9h du matin quand ce chauffeur de taxi se présente dans la file du bureau de vote, déjà longue de plus de 100 mètres. Il doit attendre au moins 1h30 avant d'aller déposer son bulletin dans l'urne. Tous ceux qui se trouvent devant moi font la queue pour participer aux élections car ils veulent être gouvernés et retrouver la paix. Ils ont compris le changement et ils peuvent maintenant profiter de leurs droits. Ce changement dont il parle, c'est selon lui la transition entamée par le Premier ministre Abiy Ahmed depuis 2018. Messeret Bekala vote lui pour la 3e fois de sa vie, soulagé du bon déroulé de la journée. Les élections précédentes ne reflétaient absolument pas les idées de la population. Mais aujourd'hui, on s'attend à beaucoup mieux. Notre pays est sur la bonne voie. Et surtout, nous avons la chance d'avoir un bon leader. En effet, les précédentes élections de 2010 et de 2015 avaient été marquées par de nombreuses irrégularités. L'arrivée du jeune Abiy Ahmed au pouvoir il y a 3 ans a redonné espoir à beaucoup d'électeurs de la capitale, comme Getinet Moulatou. Tout d'abord, je pense que c'est un grand leader qui nous redonne la foi. C'est un apôtre du changement. Sauf que le leader éthiopien et ancien prix Nobel de la paix est aujourd'hui contesté depuis l'an dernier et le drame humanitaire dans la province du Tigré en guerre depuis novembre. Getachew, lui, ne croit plus au miracle Abiy Ahmed. Avant, Abiy Ahmed faisait partie de l'ancienne coalition qui nous a fait tant de mal. Ensuite, il a juste changé d'étiquette et a créé le parti de la prospérité. Je ne lui fais plus confiance. Encore aujourd'hui, il y a beaucoup de leaders politiques emprisonnés. Par exemple, le chef du parti Balderas est derrière les barreaux. Je ne veux pas soutenir cette élection qui se déroule alors que les principaux opposants sont en prison. Au-delà des hommes politiques incarcérés, la plus grande province du pays, l'Oromia, votait elle sans opposition ce lundi. En effet, les 2 principaux partis oromos ont boycotté le scrutin. Merera Gudina est président du Congrès fédéraliste oromo. No, we thought better. For example, 3 years back, we're much more optimistic. On s'attendait à mieux au début de la transition. Il y a 3 ans, par exemple, nous étions très optimistes. Il y a 2 ans, déjà un peu moins optimistes. Et l'an dernier, nous avons perdu confiance. Puis le gouvernement a lancé une guerre contre nous, des milliers de nos membres ont été arrêtés. L'espace politique se réduit énormément aujourd'hui. L'an dernier encore, nous mobilisions des millions de partisans. Mais le gouvernement a eu peur et a paniqué. Et ils ont pris des mesures contre nous.
Donc on a été poussé, forcé en dehors du processus électoral. Alors que ce lundi, 20% des électeurs éthiopiens ne votaient pas à cause de l'insécurité qui règne dans les provinces. Des irrégularités ont été observées en Éthiopie et un parti s'est même retiré du scrutin. Voilà pour votre reportage, Noé Hochet-Bodin. Est-ce que ces élections, on peut dire que c'est une réussite pour le Premier ministre et favori du scrutin, Abiy Ahmed ? Oui, il est encore un peu tôt pour le dire car nous n'avons pas encore évidemment les résultats qui seront annoncés dans le cours de la semaine prochaine. Mais il faut garder en tête que l'objectif principal du Premier ministre, c'est de retrouver une légitimité forte alors que les obstacles se dressent, à la fois d'un point de vue intérieur et à la fois sur le plan diplomatique. Donc en ce sens, oui, ces élections sont réussies. Car il faut rappeler que ce scrutin a été repoussé par 2 fois. Alors il était initialement prévu en août 2020 avant d'être reporté à cause de la pandémie de coronavirus, puis reporté une seconde fois à cause là de retards logistiques, notamment dans l'inscription des électeurs et des candidats. Mais la situation aurait été bien différente si les élections avaient été tenues l'an dernier. La compétition aurait été beaucoup plus rude, avec d'un côté les nationalistes Oromo, issus de la plus grande région éthiopienne, principaux détracteurs du Premier ministre, et d'un autre côté le TPLF, le parti tigréen qui se bat en ce moment contre le gouvernement dans le nord de l'Éthiopie. Aujourd'hui, ces opposants sont inexistants, les nationalistes Oromo sont pour la plupart en prison. Quant au TPLF, il se bat donc dans les montagnes du Tigré, une situation qui laisse présager une victoire assez confortable pour le parti de la prospérité d'Abiy Ahmed. Vous le disiez dans votre sujet, presque un électeur sur 5 n'a pas pu se rendre aux urnes lundi à cause de l'insécurité. C'est le principal défi pour Abiy Ahmed ? Depuis le début de la guerre au Tigré au mois de novembre, on assiste à une véritable explosion des conflits intercommunautaires en Éthiopie. Encore ces dernières semaines, des affrontements qui ont fait des centaines de morts et des milliers de déplacés, notamment entre les 2 plus grandes ethnies éthiopiennes, les Amhara et les Oromo. Et par ailleurs, dans d'autres régions du pays, notamment en Oromia et au Bénichangul-Gumuz, l'armée éthiopienne doit désormais faire face à de véritables insurrections armées. La commission électorale était donc dans l'incapacité de tenir un scrutin dans ces zones. On le rappelle, environ 20% du territoire, ces zones qui voteront le 6 septembre dans la mesure du possible, si et seulement si la situation sécuritaire le permet. Aujourd'hui en Éthiopie, ce n'est plus seulement le Tigré qui inquiète la communauté internationale, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est l'ensemble de l'environnement politique, un environnement politique inquiétant, a dit samedi dernier le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Épreuve de cette inquiétude parmi les pays occidentaux, l'Union européenne a annulé sa mission d'observation des élections. Oui, initialement prévue pour observer les élections, Bruxelles a retiré cette mission. Elle n'a même pas envoyé de mission d'experts à la place. Quant à Washington, elle s'est dit très inquiète du climat dans lequel se déroulent ces élections. Fait rare pendant le scrutin éthiopien, la Russie a, elle, déployé une mission d'observation qui n'a pas encore livré ses conclusions. Et l'Union africaine, qui a son siège à Addis Abeba, surveillait aussi le scrutin. Et à sa tête, c'est l'ancien président nigérian, Olusegun Obasanjo, selon qui ce scrutin, je cite, a été bien meilleur que les élections passées en termes d'ouverture de l'espace politique, malgré quelques handicaps, fin de citation. Par handicap, il faut ici comprendre irrégularité, et il y en a eu, selon certains partis d'opposition qui font part d'intimidation notamment et de bourrage d'urnes. Le Sidama Unity Party, une formation régionale, s'est quant à elle-même retirée de l'élection à la mi-journée lundi, assurant que certains de ses membres avaient été agressés par le parti au pouvoir. Noé Hochet-Bodin, merci. Tout un monde. La Jordanie a 100 ans, pays jeune mais stable, une stabilité d'autant plus remarquable que la Jordanie est coincée entre des États puissants dans une région très tourmentée. Quand le royaume a été créé en 1921, il s'appelait l'Émirat de Transjordanie, c'est l'arrière-grand-père du souverain actuel qui était au pouvoir, Abdallah Ier. Quelle est la recette de cette stabilité et qu'est-ce qu'il y a derrière Jérôme Borojewski à Amman? La Jordanie, c'est d'abord un royaume et une population très attachée au monarque Abdallah, Lana, une Jordanienne de 50 ans. Tout le monde adore le roi ici. Les Jordaniens, les Palestiniens, les musulmans, les chrétiens, tout le monde. Si c'était la démocratie et qu'il y avait des élections, alors il serait très difficile de trouver quelqu'un qui convienne. Parce que certains voudraient que ce soit quelqu'un du Nord, d'autres quelqu'un du
Sud, on ne pourrait pas trouver quelqu'un pour diriger le pays. Il n'y aurait pas d'opinion majoritaire qui se dégagerait. Il y aurait des désaccords. Mais la Jordanie, telle qu'elle est maintenant, c'est le meilleur des scénarios. D'autant que nous sommes une société de bédouins et de tribus, et donc la royauté amène la stabilité. C'est ce que je pense. La Jordanie accueille environ 3,5 millions de réfugiés palestiniens et syriens, soit plus du tiers de sa population. Et il y a également des réfugiés irakiens, soudanais, yéménites et somaliens. Ces vagues d'immigration successives n'ont pas déstabilisé le pays. Le pouvoir a même su en tirer un certain profit en recevant une aide internationale très généreuse. Matar Saker a grandi dans un camp de réfugiés palestiniens en Jordanie. Still, Jordan is viewed. La Jordanie a toujours été considérée par ses soutiens occidentaux comme un facteur important de résolution des crises au Moyen-Orient. C'est un élément de stabilité parce que c'est un royaume, parce que c'est un État tampon, parce que c'est l'État qui a la plus longue frontière avec Israël. Les orientations politiques du gouvernement sont modérées. Il fuit le terrorisme, il fuit l'extrémisme. Nous sommes des modérés. L'Occident et le monde sont convaincus qu'on ne peut pas faire sans la Jordanie et que la Jordanie est une entité dont on a besoin. Mais le royaume a aussi connu une secousse majeure. En avril dernier, le prince Hamza a été placé en résidence surveillée après avoir critiqué le règne de son demi-frère. Le prince a employé les mots suivants: corruption, népotisme et incompétence. Abdallah a réagi, il a envoyé un message lu à la télévision. Dans ce communiqué, le souverain évoque un complot, sa douleur, sa colère. Une quinzaine de personnes sont alors arrêtées. Cette brouille a ému tout le pays, comme cette femme qui préfère ne pas dire son nom. Je me suis sentie triste. J'ai ressenti de l'anxiété, de la tension. Nous avions tous peur pour notre pays. Nous avons toujours connu la paix et la stabilité. Et nous en sommes fiers. Nous avions peur que notre pays bascule dans la tourmente et l'instabilité. Cette crise est aussi révélatrice des difficultés que connaît le pays. Un chômage très élevé, un tiers des moins de 30 ans n'a pas de travail. Le pays dépend beaucoup de l'aide internationale des États-Unis et des pays du Golfe. Horaï Barantawi est le directeur du Centre pour les idées politiques installé à Amman. Nous n'avions jamais vécu cela dans notre histoire depuis que notre pays existe, depuis 100 ans. Il y a toujours eu des conflits dans la famille royale, et il y en a eu dans les années 50. Cela est aussi arrivé quand feu le roi Hussein a choisi au dernier moment son fils pour lui succéder sur le trône, à la place du prince Hassan qui était l'héritier de la couronne depuis longtemps. Mais cela s'est toujours résolu dans la famille, dans les coulisses du pouvoir. Maintenant, c'est arrivé, c'est un défi. Il va nous falloir faire ce que nous avons à faire, à savoir résoudre cette crise, s'occuper de notre économie, des réformes politiques, réduire l'écart entre les citoyens d'un côté, le gouvernement, les élites et la famille royale de l'autre. C'est à nous de prendre l'initiative maintenant pour relever ces défis. Car depuis quelques années, les critiques adressées au roi sont plus nombreuses, notamment dans les mouvements de contestation sociaux très fréquents en Jordanie. Jérôme Borisevski, RTS Info, Amman. Eh oui, je sais, tout un monde, c'est déjà terminé, mais vous pouvez toujours, ne l'oubliez pas, podcaster nos émissions, celles que vous voulez réentendre et celles que vous n'avez pas entendues sur l'application Play RTS ou sur Apple Podcast, vos plateformes habituelles. Voilà, et là, vous avez rendez-vous avec On en parle, il est 8h36. Bonne journée.